Euh, Dans la boîte nous dit, c'est pour ça que j'avais en projet de créer une agence de communication ludique avec plein de créateurs aux talents différents. Ouais, mais ça, je pense que c'est une bonne idée, hein. Mais j'y crois pas trop. J'ai pas l'impression que le secteur ait envie ou besoin d'externaliser euh, ça, en fait. Parce qu'ils ont déjà des community managers et où ils gèrent déjà la chose avec les influenceurs qui font déjà ce boulot-là, quoi. Et qui, pour bon nombre, sont pas justes. Quand je dis juste, c'est uniquement influenceurs, mais ils appartiennent à des structures qui ont un intérêt économique dans le secteur. Donc, les éditeurs étaient partants. Ce qui a bucké, c'est la rémunération juste pour tout le monde. Ouais, ouais. Ah non, mais les éditeurs sont toujours partants, hein. Moi, le nombre de fois où tu discutes avec un éditeur et qui dit ouais, ouais, il faudrait de la vraie critique, c'est normal, etc. Mon cul, c'est du poulet. Entre ce qu'ils disent et après, faut lâcher de la thune. Quand on voit que ça fait pas longtemps que les animateurs sont payés, bon, c'est compliqué. Oui, justement, on aurait travaillé avec des influenceurs. Le but était de centraliser, oui, de faire des agences, ce qui existe déjà. Bon, après, tu aurais peut-être fini comment elle s'appelle, celle qui est dans la sauce, là. Shanda Evans, là, je sais pas. Mais oui, des agences, c'était un peu ce que faisait aussi, merde, la boîte de Cyprien, Squeezie, tout ça, Natou, qu'ils ont revendu après à Talent Web, qu'ils ont revendu à un grand groupe. Merde, j'ai oublié le nom, là, ceux qui font le stream. Webedia, pardon. Oui, oui, de toute façon, ça a toujours existé. Mais bon, je pense que la juste rémunération, c'est compliqué. Moi, je pense que ça marcherait s'il y avait moyen de faire. Ouais, voilà, Shona Evans. Je pense que ça marcherait en cherchant des partenaires autres que le jeu de société. Moi, je pense que ce que je défendais avec le passe-temps, je pense qu'il y a tout à gagner à aller chercher des partenaires hors du secteur, quoi. Parce que ça te libère de tout, en fait. Ça te libère de tout. Du problème d'argent, parce que bah, les budgets sont bah, entre l'éditeur qui a pas de budget, celui qui a trop de budget. On les connaît, hein, on rappellera toujours l'affaire des 15 000 euros à Thibaut InShape. Mais, euh, mais donc, ouais, tu vois, pour prendre l'exemple, quoi, tu vois, tu passes d'un budget com où tu lâches 15 000 boules pour une vidéo à Thibaut InShape et 80 boules à un autre pour qu'il fasse une petite vidéo règle à l'arrache. Ouais, le grand écart, il est fatal, quoi. Et il n'y a pas encore assez d'audience. En tout cas, il n'y a pas encore quelqu'un qui est capable de parler, de faire ce que fait un Pierre Cross ou quoi, d'aller parler à des marques pour leur dire, bah voilà, ça vaut le coup, on fait tant d'audience, ça vaut le coup, mettez des sous. je lis un peu.
Et je bois du café. Euh, Ah, c'était pas pour mettre les gens en avant, leur réputation, mais bien leur travail. Du coup, ils auraient travaillé au nom de la marque, sans que les gens sachent qui crée les photos, la vidéo, le texte, ou le community manager. En fait, c'était de la prestation. C'est pas une agence de talent, là. C'est de l'intérim. Oui, donc là où effectivement... Alors pour l'avoir fait, alors j'ai pas fait une agence comme ça, mais pour avoir fait de la prestation vidéo... Oui, oui, oui. Oui, c'est pas... c'est moi qui avais mal compris le, le, agence de com. Moi, j'étais parti sur une agence de talent, oui. Effectivement. Mais là, bon, c'est... Oui, oui, c'était vraiment pour... t'as besoin de photos, de la presta, quoi. De la presta, mais tu mets en commun quelqu'un qui sait faire de belles photos avec quelqu'un qui a besoin de belles photos, et toi, tu touches une com au passage, quoi. Mais là, bah, moi, je l'ai fait, hein, j'ai vendu donc mon entreprise, car j'ai eu une entreprise qui était à mon nom, puisque... donc qui était l'UDEMA, hein. Parce qu'on peut avoir une marque quand on se met en auto-entrepreneuriat, hein. Ma plus belle bêtise, hein. Ne faites jamais ça, les gens. Et, et donc j'ai vendu, bah, de toute façon, c'est indiqué. Moi, j'ai toujours indiqué, hein, sur YouTube mes vidéos vendues, etc. Donc moi, c'est simple, ça a été toutes les vidéos règles en 3D, donc, donc qui étaient vendues, c'était de la presta. Mes vidéos étaient vendues. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je vendais. J'avais un côté où je disais, ben voilà, moi, la vidéo, elle est sur ma chaîne, donc j'en retire quelque chose qui est du contenu pour ma chaîne. Donc j'estimais qu'il y avait euh, une partie de revenus. Ciao, ciao, bonne journée, Uma. Euh, une partie bah, que j'allais profiter de la vidéo. Et donc je facturais moins cher que si j'avais été une vraie entreprise qui vendait que la prestation sans en profiter. Mais donc moi, je vendais ma vidéo, elle coûtait 500 euros. Donc ça, c'était la facture pour faire la vidéo en 3D. Il y avait un surplus si la vidéo faisait plus de 10 minutes. Mais moi, j'ai toujours été un adepte de dire qu'une vidéo règle, ça doit faire moins de 10 minutes. Mais parfois, je crois que ma plus grosse vidéo, elle doit faire 12 ou 13 minutes. Donc quand ça dépassait 10 minutes, il y avait un surplus. Si tu voulais la version anglaise de la vidéo, euh, enfin, ou dans une autre langue, pareil, je facturais, je crois, 250 euros. Euh, si tu voulais utiliser la vidéo, c'est-à-dire que si tu voulais la voir sur ta chaîne ou la partager ou quoi, pareil, je facturais ça, je sais plus, 200 euros ou 250 euros, qui était donc le droit d'exploitation de l'œuvre. Et pareil, si tu voulais carrément la remonter ou la revendre ou quoi, pareil, je facturais, quoi. En gros, au plus petit, la vidéo, elle était vendue 500 euros. Et en moyenne, ça pesait entre 1000 et 1200 euros par vidéo règle que j'ai faite. Donc j'en ai fait 5, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, mais là, je facturais pas mon audience. Là, je facturais euh, la prestation de faire écrire le script. Euh, D'ailleurs, souvent, je n'avais pas joué au jeu, hein, je le faisais qu'à partir de la règle. Donc ça voulait dire qu'il me fallait travailler sur une règle en bon état et bien écrite. Donc je faisais le script. Moi, j'avais en plus... je suis un artiste. Donc moi, tu payes, mais t'as pas ton mot à dire. Qui a toujours été compliqué avec les gens avec qui j'ai bossé. Parce que j'ai toujours été comme ça. Je fais, si tu payes, c'est que tu as confiance. Et donc, c'est moi qui choisis la musique, la règle, l'écriture de la règle.
Les seules choses que j'acceptais comme retour et à retravailler des choses, c'était si il y avait une erreur de compréhension dans l'explication de la règle. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Les gens qui font des règles en vidéo et il y a des erreurs de règles, je fais, mais comment c'est possible? Enfin, bon, voilà. Après, on n'a pas tous l'envie que la qualité soit irréprochable. Mais donc voilà. Donc, c'est moi qui décidais de tout et je facturais. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là où j'ai toujours dit, et ça je le maintiens, il y a de l'argent dans le secteur, il y en a toujours eu, et les gens payent quand tu leur dis faut payer. Et ça m'est arrivé plein de fois où des gens m'ont écrit en me disant ah mais est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur mon jeu, là on fait un Ulule ou un Kickstarter dans pas longtemps, ça serait cool. Et moi je dis bah ouais c'est temps. Et à chaque fois on me dit ah ouais mais tu vois on n'a pas beaucoup de sous. Et je fais bah moi je sais pas. Moi j'ai toujours considéré que si tu lances un projet, euh, enfin tu vois quand tu dis bah voilà je vais faire 3000 boîtes à l'usine, euh, le fabricant, il te dit pas, enfin quand tu dis au fabricant, ah, on n'a pas trop de sous, est-ce que tu peux pas nous fabriquer 3000 boîtes et on n'en paye que 1000? L'usine, il va dire, ah bah non, en fait, mon travail, faut le payer. L'éditeur, il va dire, il va se payer aussi. Enfin, tout le monde se paye, mais toi, ta vidéo, si on vient te chercher, c'est qu'elle a un intérêt, sinon on vient pas te voir. Mais là, il faut pas te payer, quoi. Il n'y a plus de sous pour toi. Donc moi, j'ai toujours dit, fuck. S'il n'y a pas de sous, ça m'intéresse pas. Euh, j'ai de la valeur, mon audience a de la valeur parce que c'est pas la taille de l'audience qui compte, c'est sa qualité. Et ça, c'est très important quand quand on est influenceur, il faut le savoir. Même une petite audience, si elle est qualifiée, elle a plus de valeur qu'une grosse audience. En tout cas, c'est comme ça. Là, l'idée, c'était de tout centraliser. Du coup, l'éditeur gagne du temps, tout se fait en interne et donc les échanges sont facilités. Photographe, vidéaste, les gens qui remplissent les infos sur les réseaux ont ce qu'il faut aussi, etc. Le projet est vraiment bon, le seul frein, manque de temps, trop de choses sur le feu et plan financier pas assez près. Ouais, ouais. Je te dis, je pense que, à vue de nez de ce que j'ai constaté, peut-être que c'est même un peu trop tard pour ce projet, parce que une bonne partie alors, je parle même pas des gros, hein, mais déjà des moyens éditeurs ou quoi, ont déjà un studio d'enregistrement, ils font déjà du YouTube, ils font déjà de la production de contenu eux-mêmes, puisque tout le monde a bien compris à l'ère de la pandémie dès 2019, 2020 surtout, je veux dire, qu'il fallait être son propre influenceur, c'est-à-dire, hello éditeur, si tu n'as pas compris ça, tu es au Moyen Âge. Donc il faut être de nos jours, tout le monde est comment dire, son propre média en fait. Donc les éditeurs ont bien compris ça. Et donc, on a déjà beaucoup qui sont équipés, c'est-à-dire qui ont des vrais, qui ont investi du matériel, des personnes. euh, et je parle même pas des. Alors, les petits, non, c'est sûr. Mais du coup, tu vois, tes clients, ça finit par être quand même. Par être beaucoup plus restreint maintenant parce que chacun a développé, a embauché déjà des. C'est-à-dire qu'avant, le community manager, il s'occupait aussi des festivals, il s'occupait, enfin, il avait une palette importante. J'ai l'impression que ça s'est, en tout cas dans les gens que j'ai croisés au festival, notamment à Vichy ou quoi, que ça s'est quand même pas mal restreint et que maintenant le CM il s'occupe vraiment des réseaux et à la production de contenu, de plans marketing, etc. Il gère pas trop les festivals à dire hey, on veut 2 tables, etc. J'ai l'impression que que ça a encore plus embauché, etc. Mais surtout, je suis impressionné par le nombre. Enfin, quand j'étais à Cannes, donc j'étais pour le passe-temps, donc j'ai fait la tournée, je sais plus combien j'avais eu de rendez-vous pour vendre les prestations et beaucoup d'audience surtout. Euh, Moi j'avais créé une plaquette commerciale avec tous nos produits quoi.
Et quand même, tu as une bonne partie, alors tu as quand même beaucoup d'éditeurs qui sont encore dans le flou, qui ont toujours pas compris le monde moderne, mais tu en as qui ont déjà très bien compris le monde moderne et d'autres qui se sont équipés en fait, qui ont embauché. Tu as plein de personnes avec qui j'ai eu des rendez-vous qui viennent du secteur des médias, de la télé, etc. et qui ont déjà en fait toutes les compétences, qui se sont équipés en matériel, qui produisent maintenant du contenu. Donc je suis pas sûr que ça a encore un effet. Par contre, peut-être qu'il y a un débouché, je pense, plutôt pour les KS, les campagnes de sociofinancement. Là, effectivement, je pense que là, il y a... Hello, Siro. Là, effectivement, il y a peut-être un marché à prendre, même s'il est... même si, à part les grosses campagnes, beaucoup ont... Justement, c'est là où ils ont peu d'argent ou pas d'argent à mettre. Je sais pas. Bon, en tout cas, si ça se monte, ça serait cool. C'est toujours bien qu'il se passe des choses et que ça fasse bouger. Et que ça fasse bouger, et tant mieux si ça marche.